Bonjour! Ouais! Et bienvenue dans ce talk merveilleux au titre légèrement clickbait, What a Mesh from Internet Driven Development to Service Mesh. Je m'appelle Laurent Dauguin, je travaille chez Clever Cloud. Avant, je travaillais chez Catchbase et chez Nuxeo, qui sont des éditeurs logiciels. J'ai fait du NoSQL et j'ai fait de l'Enterprise Content Management. C'était une plateforme. Puis je suis passé chez Catchbase, c'était du NoSQL. Maintenant, c'est une data platform. Et maintenant, je travaille chez Clever Cloud. Nous sommes un platform as a service. Je déteste le mot plateforme. Bonjour, on fait tout, même le café, c'est génial. Moi, je fais pas de café, je fais du Clever Cloud, donc emoji nuage, emoji guidé, tout ça. Je fais aussi de la bière, ça s'appelle la Marmotte Masquée. lamarmottemasquée.com, disponible à Paris et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et je fais de la guitare et du métal. Et j'étais pas au Hellfest, contrairement aux orgas du premier rang, et je suis un peu jaloux. J'étais à Vox Luxembourg, mais c'était bien aussi, alors du coup je fais un bisou à Vox Luxembourg. Clever Cloud, qu'est-ce qu'on fait? Vulgairement, nous sommes une boîte d'hébergement, nous faisons du hosting. Hosting Powers. C'est une dad joke. Globalement, en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? On fait pas de l'hébergement à la papa, on fait à l'ancienne, on n'est pas infogéreur. Nous, on automatise tout. Objectif git push et ça prod, et ça reste en prod. La plupart des gens, quand tu fais git push et c'est en prod, en général, ils t'abandonnent quand ils t'ont déployé. Nous, une fois que tu es déployé, on rajoute plein de trucs cool. On fait du monitoring, de la scalabilité automatique. Bref, nous sommes dans la plateforme as a service, et quand vous êtes en prod, on vous garde en prod. Alors, from Internet Driven Development to Service Mesh, je ne me rappelle plus du sous-titre que j'ai mis, voilà, from Minitel to Internet. Que s'est-il donc bien passé? Donc l'idée, c'est que je vais parler des archis, des internets, des archis de systèmes d'information. Il y a, à l'époque du Minitel jusqu'à maintenant, pour essayer de vous faire comprendre comment on en est venu à un truc aussi compliqué et aussi bordélique que le service mesh. Je vois des notifs qui pop, je vérifie juste que mes notifs popent pas derrière moi. Alors, petit préambule, Dan Woods, c'est un monsieur que j'aime bien. Et il a été chef ou DSRE, enfin en gros le mec était architecte de la grosse plateforme de Target. Target, c'est une grosse chaîne de magasins. Et le gars est il a fait beaucoup de Kubernetes, beaucoup de trucs assez intéressants. Et voilà, c'est un mec que j'aime bien, qui sait de quoi il parle et qui a dit ça. C'est un petit peu tranché. C'est donc un préambule à ce que je vais vous raconter, et on verra à la fin si on est d'accord avec lui ou pas, si c'est vraiment le but du jeu, c'est de rajouter un peu de napalm sur les architectures actuelles, le service mesh, ou si c'est un vrai truc intéressant. Donc, comment en sommes-nous arrivés ici? À l'époque du Minitel, à l'époque des internets, à l'époque avant les internets, nous sommes à la fin des années 90. Je joue à Diablo en réseau sur Battle.net. On n'est pas nombreux, donc on n'est pas nombreux sur les sites. Il n'y a pas une folle charge de ouf sur les sites des internets. Du coup, globalement, tout tient sur une machine. Le bottleneck, c'est rarement la machine. Tu n'as pas assez de users pour avoir un problème de charge. Le bottleneck, c'est plus ton cerveau et arriver à coder des trucs bien pour que il y a plein de gens qui viennent sur les internets. Fast forward un peu plus tard, ah là là, Internet est partout, il y a beaucoup de gens, et oh mon Dieu, ma base de données ne tient plus sur une seule machine, il faut mettre des grosses machines, il faut distribuer des trucs, etc., etc. Au début des internets, avant d'en arriver là, nous avions les forward proxy. Qu'est-ce qu'un forward proxy? Un forward proxy, c'est un proxy tout con. En gros, c'est littéralement un truc entre votre connexion et le serveur, qui se contente juste de passer la connexion à un point. Au moment où tu passes cette connexion, tu peux faire des trucs. À l'époque, les forward proxy, c'est utilisé par exemple pour mitiger des attaques de déni de service. En gros, tu as un DDoS, tu as plein de gens qui se connectent à ton site. Plutôt que d'envoyer tout le trafic directement en frontal sur ton serveur d'app, qui va pas trop aimer se faire exploser la face par un déni de service, tu as un proxy qui dit « Ah, alors toutes les connexions de spam, elles viennent de ces adresses-là, toutes les connexions qui arrivent, je les drop. Comme ça, elles foutent la paix à mes clients et à mon serveur d'app. » Donc on peut dropper du DDoS. On peut aussi utiliser un forward proxy pour s'anonymiser. Alors le DDoS, en gros, c'est il y a le cloud
votre machine et le proxy devant, toujours dans le cloud, dans le data center des gens. À l'inverse, tu peux avoir un proxy sur ton navigateur, ton proxy client, qui dit ah, je ne suis pas qui je prétends être. Tor, par exemple, qui permet d'anonymiser une connexion. En gros, c'est un truc qui permet de changer le trafic réseau qui part de chez toi et qui arrive au bout. Globalement, c'est ça, c'est tout. Et puis, petit à petit, après le Minitel, une fois que tout le monde s'est mis à aller sur les sites internet des gens, nous avons changé nos systèmes d'information pour accommoder tous ces milliers d'utilisateurs, toute cette charge de folie dans nos systèmes d'information. On est passé de la métaphore de pet versus cattle. Qu'est-ce que ça veut dire? On a arrêté de considérer nos machines comme des animaux domestiques, on les a considérés comme des troupeaux avec des numéros. En gros, à l'époque, moi, quand je travaillais chez Nuxeo, donc en 2007, on avait une sale machine. Ça fait rire des tas de gens maintenant quand tu dis que tu avais une sale machine, qui était comme tout le monde un placard avec une clim mobile, un truc cauchemardesque. Quand les mecs ont monté la serrure électronique, parce que tu comprends, il fallait passer des certifs, donc il fallait une serrure électronique, les mecs ont monté le clavier à l'intérieur de la salle. Bref. Et à l'époque, on gérait nos machines à la main. Nous, on était assez branchés Blanche-Neige et les 7 nains. On avait 7 machines. Moi, ma machine, c'était Grincheux. Il y avait Joyeux, machin et tout, etc. Donc là, on est pas mal. On se dit, on va gérer on connaît nos machines, c'est cool. Je passe les gifs. Et on arrive à ce moment un peu bizarre où une machine, c'est pas suffisant. C'est bien, mais pas suffisant. Donc, on va mettre des VM dessus. On va faire de la coloc sur nos machines. On va commencer à avoir des machines à l'intérieur des machines. Là, on passe plus sur le principe de poupée russe que de nains. Comme nous, on était toujours branchés nains, on a fini par appeler les machines à l'intérieur des machines. On a commencé à taper dans le Seigneur des Anneaux, c'est bien, il y a plus de noms de nains. Et il y a un truc qui est intéressant avec ces machines, c'est qu'à l'époque, j'ai toujours ma salle serveur, je ne me connecte pas dans le cloud. Quand je dois réparer un truc sur une machine, je sais exactement laquelle c'est, je connais son nom, je peux me loguer dessus et je peux faire des trucs. À l'époque, tout se faisait comme ça. À l'époque, pré-configuration as code, à l'époque, pré-chef, puppet, ansible, etc. En gros, le truc que tu fais, quand tu as un pépin, tu fais SSH Grincheux. Une fois que tu es arrivé sur Grincheux, tu fais SSH un nain quelconque du Seigneur des Anneaux avec ton service. Et là, tu fais des trucs. Puis tu pars en vacances, puis il y a un pépin, et puis tu dis ah mais le mec qui a géré le dernier truc, il est en vacances, puis il a écrit de la doc, et donc ça ne marche pas. Et donc te voilà comme un con à te dire merde, en fait il a rien automatisé, c'est nul. Ce serait bien si on arrêtait de créer de l'histoire sur des machines en s'y connectant. Ce serait bien si on automatisait les trucs. Et en gros, le passage où on est passé de animal domestique à troupeau avec des numéros, c'est le moment où on a réussi à faire ça. C'est bon, on a tout automatisé et on s'est dit je vais arrêter de gérer mes machines à la mano à l'ancienne comme un animal domestique auquel je connais le nom. Je vais faire ça automatiquement pour que si un jour le truc pète et qu'il y a un mec en vacances, je puisse appuyer sur Restart, ça va redéployer le truc. Je parle d'une époque où, comme tu avais ta sale machine au bureau, si quelqu'un qui fait le ménage débranche une prise parce que tu comprends, il a besoin de brancher l'aspirateur, ben le serveur Python, il s'arrête. Puis comme à l'époque, on avait tendance à chérir un petit peu notre uptime de serveur, genre ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas rebooté, le truc ne redémarra jamais. L'avantage d'automatiser des trucs, c'est que ça, au moins, tu peux le recommencer ad vitam aeternam et que du coup, ça n'arrive plus, en pratique. Donc, on commence à avoir d'autres besoins. Tu sens bien que quand il y a une connexion qui arrive sur un cloud, avant tu avais une machine, c'était Grincheux, le truc était direct, boum, là tu as une machine avec des machines dedans, donc tu vois bien que quand la connexion arrive, il va falloir la rerouter quelque part. Je vous prépare pour la suite. Au même moment, on se dit, ah là là, mon Postgres ne tient plus la charge, je ne peux plus acheter de plus grosses machines, parce que tu scale up, et puis à un moment donné, ça fait boum. Donc tu dis, c'est pas grave, on va scale out encore plus. Donc,
non seulement on a pris de meilleures habitudes de management en automatisant des trucs parce qu'on avait besoin, mais en plus, l'usage des internets, l'augmentation de l'usage d'Internet nous a fait changer nos systèmes d'information, nous a fait scale out, donc nous distribuer. Vous imaginez bien que ça apporte tout un tas de nouveaux problèmes, ce qui est normal, parce que on se distribue, plus on a de matos, plus on a de machins, plus il y a de chances d'avoir des éléments qui ont des pannes, c'est logique en fait. Tu as plus d'éléments mobiles, donc plus de chances d'avoir des pannes. Bref, c'est donc à ce moment-là que ça faisait un moment qu'ils étaient là, mais bref, les reverse proxy. Le reverse proxy, bêtement, c'est l'exemple que je vous ai donné. Nous, chez Clever Cloud, on gère une plateforme as a service. Il y a des reverse proxy qui prennent toutes les connexions. Et vous vous dites bien qu'on n'a pas une machine par client, parce qu'on héberge beaucoup de sites. On a des machines virtuelles, donc on a des machines dans des machines, etc., etc. Bref, le mec, il a l'IP public, la personne à l'IP public arrive sur l'IP public avec le nom du site. Le reverse proxy chope le nom du site. Le nom du site, c'est cette IP en interne, donc je vais aller à cette VM. Le reverse proxy, tu commences à mettre de l'intelligence dans le proxy. Le forward proxy était un peu con. Tu peux faire des trucs, le reverse proxy commence à être de plus en plus malin et tu commences à faire de plus en plus de choses intéressantes. Donc, à changer de la VM dynamiquement. Pour continuer dans cet exemple-là, le fichier de config chez nous qui dit tel nom de domaine c'est tel IP, donc tel VM en interne, il fait 130 MB. C'est un fichier texte avec une IP, un nom. Ça a l'air con comme ça, mais c'est pas un problème que tout le monde a, c'est un problème un peu compliqué. Et du coup, nous, on a écrit notre propre reverse proxy, il s'appelle Sozu, il fait ça très bien. Et un des problèmes qu'ont les reverse proxy en ce moment, c'est que, par exemple, nous, on utilise HAProxy. HAProxy, quand tu changes la configuration, tu dis, il va falloir recharger les 130 MB de conf comme ça d'un coup. Et HAProxy, il fait non. Ou alors, il prend tout ton CPU, toute ta RAM, et là, il y a des trucs qui se passent moins bien. Donc nous, on a écrit Sozu pour que ça se passe mieux, vous regarderez, c'est pas nécessairement sujet de ce talk, mais bref, on a notre propre reverse proxy qui sait faire du reload de conf à chaud et surtout différentiel, on n'est pas obligé de tout recharger. Un des autres trucs intéressants que le reverse proxy peut faire dans ce cadre-là, c'est gérer la terminaison TLS, n'importe quoi. TSL, Time Series Language, TLS, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est le truc de sécu. Bref, TLS. Le truc qui fait que quand tu te connectes quelque part, ta connexion est encryptée, que tes données ne se baladent pas en clair dans le flux réseau, que tout le monde peut regarder, parce qu'il y a des boîtes noires chez tous les éditeurs, tous les hébergeurs, tout ça. Encrypter votre contenu, Let's Encrypt, c'est bien, tout ça. Ton reverse proxy peut être la pièce de ton architecture qui gère ce truc-là. En gros, ton serveur d'app Java, Tomcat, tu pourrais lui dire, tiens, voici un certificat SSL, gère-moi l'encryption. Puis à ce moment-là, tu fais ça sur tous les Tomcat que tu as, puis c'est un peu relou à gérer. Et puis ça dépend de chaque serveur d'app, parce que tu as un serveur d'app, c'est Tomcat, mais ça peut être autre chose. Du coup, on se dit, on va commencer à sortir le spécifique de nos déploiements, on va faire du générique, on va gérer le TLS dans les reverse proxy. Vous me voyez arriver, on met plus d'intelligence et plus de trucs malins dans les reverse proxy. Toujours au même moment, un petit peu après, nous dirigeons tous vers le cloud, parce que la salle serveur à la maison, il y en a marre. Il y a des dangers divers et variés, comme par exemple la clim, comme par exemple le débranchage sauvage de serveurs. Donc on va dans le cloud. Le cloud, c'est une des pires SLA possibles et imaginables pour un produit. En gros, au début d'Amazon, les mecs disent, bon, on a une VM, après on ne garantit pas qu'on ne va pas l'éteindre à un moment donné. C'était littéralement ça. Alors ça, c'est bien gentil, mais ça rend ta vie un petit peu compliquée quand tu n'as pas l'habitude qu'il y ait de panne. Quand on t'a dit toute ta vie, l'uptime c'est la vie, ton serveur ne redémarrera jamais et tu n'auras jamais de problème. Tu arrives dans le cloud, plein d'éléments mobiles. Le fait que tu aies de la VM as a service, ça apporte énormément de contraintes à Amazon, donc ils te font, ou d'autres, donc ils te font cette SLA un peu chelou, qui est de dire, ta VM, s'il y a un pépin, on l'éteint. T'en fais quoi de ton code quand c'est comme ça? Alors c'est rigolo parce que du coup, outre le fait que c'était des machines dans lesquelles tu avais aussi des machines virtuelles, donc tu avais un usage de reverse proxy, tu avais d'autres choses à gérer, comme par exemple, si tu es distribué, tu as une machine qui tombe, qu'est-ce que tu fais quand le trafic peut péler sur cette machine?
En gros, tu as tout un tas de pannes qui se pointent. Et on va être très clair. Aïe. On va être très clair. S'il peut arriver quelque chose, il arrivera quelque chose. Les gens qui vous disent « Non, mais nous, on a un produit génial, ça marche tout le temps ». Il faut fuir quand on vous dit ça. Moi, j'adorerais vous dire que Clever Cloud, c'est génial, ça marche tout le temps, il n'y a jamais de panne. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour personne. Le but du jeu, c'est que quand vous parliez à des gens qui ont des systèmes distribués, c'est qu'ils soient zen et qu'ils vous disent « Ouais, mais je sais gérer, et je sais gérer vite. Les pannes, c'est normal, ça fait partie de la vie, même d'humain. Et fort heureusement, les gens qui sont zen, ils gèrent. Et c'est pas grave. » Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en allant dans le cloud, on a eu toute une nouvelle catégorie de problèmes parce qu'on est devenu de plus en plus distribué, parce qu'évidemment, quand tu es dans le cloud et que tu as une machine qui tombe, tu n'as plus de service si ton service n'est que sur une machine. Ton site il est sur machine A est tombée, plus de dispo. Du coup, tu fais quoi? Tu fais machine A, machine B, machine C. Le reverse proxy, il voit le truc et il dit « Ah, du coup, machine A n'est pas là, donc on va aller sur machine B. » Donc on a besoin de plus de coordination de services. On sent bien que le monde est en train de se complexifier. Au même moment, encore, tout un tas de facteurs qui font que, et après tous ces facteurs-là, l'œuf ou la poule, je ne sais pas qui arrive en premier, mais bref, il y a plein de raisons qui font que. Tu passes du monolithe au distribué. Alors tu passes du monolithe au distribué parce que déjà le distribué, à un moment donné, tu n'as pas eu le choix, la SLA des clouds étant ce qu'elle est, il faut distribuer sinon ça plante. Et puis à un moment donné, tu n'as plus le choix parce que tu as scale up to high et que maintenant tu n'as plus le choix, il faut scale out parce qu'il n'y a plus d'assez grosses machines pour faire tenir tes datas. Nous sommes en 2007, crise d'adolescence des développeurs du monde entier. Le SQL, c'est de la merde, j'en veux plus, je vais faire du NoSQL. Soit. Pourquoi pas? Il est à noter que toutes les bases NoSQL depuis 2007 proposent du SQL. Un truc qui était vachement intéressant à ce moment-là, le SQL, ça permet d'exprimer énormément de choses très facilement avec une requête. Mais quand tu fais du NoSQL, avec des key-value store, et que tu ne peux pas exprimer un truc compliqué, parce que tu n'as pas de join, et tu n'as pas de fonction, et tu n'as pas de machin, tu fais un microservice qui répond à telle question, tu fais un microservice qui répond à telle question, à la fin, tu as 30 microservices qui répondent à 30 questions, et la méga requête de ouf que tu pouvais faire avec ton DBA qui répondait à ces 30 questions en même temps, peut-être 15, je ne sais pas, bref, qui globalement consistait juste entre un aller-retour réseau entre la base et le serveur. Maintenant, c'est 30 calls orchestrés, tu sais pas trop comment, dans quel ordre, par quel service, parce que tu sens bien qu'il y a des services qui appellent d'autres services, qui potentiellement appellent des services qui sont ailleurs en plus, donc tu sais pas si tu as une connexion réseau stable. Tu sens que tu rentres dans ce monde encore plus de la complexité à cause de ça. C'est pour ça que je parle de crise d'adolescence. Moi, ça me rend ouf que tu puisses préférer faire 30 services plutôt que d'écrire une requête un peu dure. C'est pas grave. Tu vas juste t'arracher les cheveux au début. Et encore, voilà, les ORM, tout ça, bon, peut-être vaguement s'en sortir. Où en fait, tu es en train de faire un trade-off entre je vais me prendre la tête une fois pour faire une grosse requête SQL, avec juste un aller-retour réseau entre ma base et mon client, et ça va être génial, on va écrire plein de codes pour aller faire plein de trucs à plein d'endroits différents, donc augmenter le risque de panne. Mais bon, c'est pas drôle, et puis surtout ça permet de vendre des jours, donc on y va. Tant pis pour le SQL, on se lance dans des architectures comme ça, et donc nous avons besoin de plus de coordination. À ce moment-là, le poster child de l'architecture cloud, c'est Netflix. Et Netflix, évidemment, ils sont chez Amazon. Amazon ayant la SLA qu'ils ont, Netflix doit faire en sorte que quand je déploie des trucs chez Amazon, ça se passe bien. C'est résilient au service qui reboot, c'est résilient au réseau d'Amazon, tu vois, qui est bon, qu'est-ce qu'il est. C'est résilient à tout un tas de pannes. Netflix OSS, c'est une stack software. Alors soyons clairs, c'est une stack software, donc c'est dans le code. Le reverse proxy, le forward proxy, tout ça, c'est en dehors du code. Netflix OSS, c'est dans ton code. C'est intéressant parce que du coup, si c'est dans ton code,
Il y a plein de décisions métiers qui sont un peu infra, mais métiers quand même, et qui sont plus faciles du coup à opérer et à utiliser parce que finalement, tu es déjà dans ton code. Donc tu peux dire si tel service ne répond pas, mon circuit breaker se ferme et va m'envoyer sur un autre service. Un circuit breaker, qu'est-ce que c'est? Imaginons, tu as une API payante et puis tu as une API gratuite. L'API payante, elle a une SLA de ouf, elle est toujours dispo et tout, c'est génial. Et l'API gratuite, elle a une SLA mais pérave, genre c'est tout moisi et ça répond une fois sur deux. Toi, t'as pas envie de payer tout le temps s'il y a un truc gratuit. Donc, tu vas faire une requête sur l'API gratuite d'abord. Si l'API gratuite ne répond pas, ton circuit breaker dit bon, il doit y avoir un problème ici, donc je vais me fermer, et en fait, il va rediriger ta requête vers l'API qui est, qui est payante, certes, mais au moins tu peux répondre. Circuit breaker, ça permet de gérer des erreurs comme ça. Est arrivé ensuite tout un tas de trucs comme le service discovery. En gros, tu déploies plein de trucs. Évidemment, tous ces trucs, c'est sur des machines qui ont des numéros, qui ne sont pas déterministes, tu vois, c'est pas des noms de nains du Seigneur des Anneaux, c'est des UID chelous. Tu as tendance à reprovisionner régulièrement parce qu'il y a des trucs qui sont déprovisionnés régulièrement. Alors je parle d'Amazon, mais c'est aussi valable pour tout un tas d'orchestrateurs. Kubernetes, il y a un truc qui dépasse la RAM allouée, bute le pod, terminé. Donc pareil, même histoire. Tu as des trucs qui re-rentrent régulièrement dans le réseau, donc il faut mettre cette conf à jour régulièrement dans le réseau. Donc tu as un système de service discovery. Ce qui est intéressant, c'est que le service discovery, il est accessible côté client. Du coup, tu peux mettre un load balancer côté client et tu peux dire, tu peux faire un round robin tout bête entre la machine A, la machine B, la machine C de tel service. Et ça, tu peux le gérer côté code avec Netflix OSS. C'est plus dans le reverse proxy comme tout à l'heure, côté code. Du coup, c'est complètement dynamique, c'est génial parce que tu vas interroger un serveur qui éventuellement va te pousser les updates de tes services, des adresses de tes services qui ont changé. Là où avant, il aurait fallu que tu ailles faire un changement de conf dans ton HAProxy ou dans ton SOSU, donc faire le reload de conf. Donc, tu vois, le reload de conf d'un reverse proxy, c'est un petit peu embêtant quand il ne sait pas faire. SOSU sait faire, évidemment. Le but d'un reverse proxy, c'est de ne jamais s'arrêter et de pousser de la data. Au moment où tu reload la conf, on fait du hot reload. Il y a des gens qui font du hot reload en éteignant leur reverse proxy, en démarrant un autre. Donc tu sais que tu vas perdre quelques requêtes au moment où tu fais ça. C'est triste. Et la plupart des reverse proxy fonctionnent comme ça. Il y a même des reverse proxy qui sont écrits dans des langages haut niveau avec du GC, et à un moment donné, le mec fait full GC, j'arrête. Tu te dis pourquoi? Bref, des choix d'archi qu'on peut troller ou pas. L'important, c'est que Netflix OSS a pris ces trucs-là, les a collés dans le code. Donc, configuration server, tu as des options de routing, tu as des options de filtering, tu as plein de trucs un peu haut niveau qui sont pas métiers à proprement parler, qui sont des trucs d'infra. Mais en vrai, la limite est ténue et il y a plein de décisions d'infra que tu aimerais bien prendre en fonction du métier. Ça pose une question rigolote. C'est quoi le métier d'un ops? C'est quoi le métier d'un dev? Si tu n'as pas Netflix OSS et que tu as des reverse proxy, et que tu as des tooling et tu as par exemple des services mesh, tout ça, comment tu fais pour prendre une décision métier, pour automatiser une décision métier, pour programmer une décision métier, quand tu utilises des outils qui ne sont pas dans ton code métier? C'est super facile finalement quand tu es dev, quand tu as accès au métier, de prendre une décision en fonction de ton code. Quand tu es sorti de ça, quand tu es dans une architecture entre guillemets traditionnelle avec un reverse proxy, il faut que tu ailles voir ce qui se passe, c'est pas aussi facile. Gardons ça à l'esprit pour ce qui arrive après. Bon, c'est littéralement ce que je viens de dire, je l'avais oublié celui-là. Bref, on mélange de l'infra et du code. Ça peut être bien, ça peut ne pas être bien. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais le fait est qu'avec Netflix OSS, ces architectures-là, très cloud, on a commencé à rentrer de l'infra dans du code pour pouvoir prendre éventuellement des décisions métiers, tout ça. On en fait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et on arrive à un nouveau pattern, qui est un nouveau type de produit, qui est l'API Gateway. L'API Gateway, ça sert à plein de choses. C'est un peu comme un forward proxy, le proxy du début. Sauf que là, c'est applicatif et on a mis plein de logiques programmables dedans. En gros, vous avez plein de microservices. Le client, il parle à l'API Gateway. Je suis donc le portail vers tous les microservices. Et avec une API Gateway, vous pouvez faire des choses rigolotes.
Par exemple, gérer la notion de quota, gérer le throttling, gérer le load balancer de « Ah tiens, cet API ne peut plus répondre, donc tu vas répondre à cet API à la place ». C'est une pièce d'architecture qui se code ou configure, qui est dédiée à globalement mixer du métier et de l'infra. Globalement, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu as encore plus de tripes réseau qu'avant, et encore plus de logique et de code qu'avant. Du coup, il faut se coordonner encore plus. Ton API Gateway peut prendre des décisions en fonction de l'état de ton réseau, mais pour que ton API Gateway soit en connaissance de l'état de ton réseau, il faut lui envoyer les infos. Sinon, elle ne sait pas. Ou alors, tu as un truc magique. Enter le sidecar proxy. Bonjour le sidecar proxy. Also known as data plane dans les architectures de télécom. Si vous regardez ce que faisait par exemple Ericsson il y a 30 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont fait Erlang, mais bon, il y a super longtemps, on parlait déjà de data plane et de control plane, des choses comme ça. Bref, enter le sidecar proxy. Le sidecar proxy, tous les trucs de Netflix OSS dont je vous ai parlé, qui sont intrinsèquement liés à votre code, puisque c'est dans votre code, là tu les sors de ton code. Comme ça, tu te dis, c'est pas grave, les devs ils vont faire leur dev, et nous, les ops, les SRE, les machins, on va faire notre truc dans notre coin, et le métier reste dans son, tu vois, ça reste le métier, et nous, on gère le reste. Pourquoi pas? Pas là pour juger. Ça veut dire que faut être ultra discipliné avec vos devs pour éviter de tirer du Netflix OSS équivalent dans le code. Un des autres problèmes que ça règle, c'est que Netflix OSS, c'était du Java, c'était une architecture polyglotte. Bon, ça devient un peu compliqué. Donc, utiliser un sidecar proxy, c'est génial, parce que toute cette notion de client-side load balancing, de circuit breaker, de toutes ces choses-là que tu avais dans ton code, maintenant, elles sont génériques dans l'infra, plus dans le code. Pourquoi pas? Ça devient plus compliqué de prendre des décisions d'infra en fonction du métier, parce que du coup, tu es sorti. C'est bien isolé. Bien, pas bien, réponse de Normand, ça dépend du métier. Il n'y a pas de... c'est comme ça. Mais le plus dur pour moi à ce niveau-là, si vraiment on veut rentrer là-dedans, c'est d'avoir éduqué tous les devs à vraiment sortir ce truc-là, à pas foutre d'infra, à garder le métier dans un coin et l'infra dans l'autre. Et si vous ne savez pas à quoi ça sert un SRE, si vous dites un SRE, c'est un Ops, dans SRE, il y a Reliable, et les mecs qui font en sorte que ce soit Reliable, en gros, c'est des coachs de vos équipes de dev, et vous pouvez très bien employer un SRE à expliquer doctement à vos devs qu'il y a des trucs qui sont dans le code, et il y a des trucs qui ne sont pas dans le code. Exemple. Et tout ça, c'est bien gentil, mais ça a augmenté le trafic réseau de ouf, parce que du coup, tous les sidecars proxy se causent entre eux. Ils causent à l'annuaire de service. Tu as commencé à empiler des couches dans ton réseau, des machins qui se parlent. Tu as un espèce alors, naturellement, j'allais vous dire, tu as une espèce de mèche qui se forme. C'est littéralement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que tu regardes une archi, tu traces des points entre qui cause à qui, et là, tu vois tout un tas de bordel en étoile, et tu te dis, il va falloir que j'apprenne à gérer ça, il va falloir que j'apprenne à contrôler ça, donc il nous faut plus de coordination. Je pense que vous m'avez vu venir. Enter le service mesh. Tout ça pour ça. Ça fait une demi-heure. Ça arrive maintenant. Le service mesh, also known as control plane, qui est le truc qui te permet de contrôler tout le trafic qui est dans ton data plane, qui était donc le trafic généré par les sidecars proxy. Le service mesh, c'est pas facile à dire service mesh. Le service mesh, il est là pour ne surtout pas faire de métier, pour regarder globalement ce qui se passe dans votre trafic réseau et pour vous filer plein de features dans ce trafic réseau. Il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, je ne sais plus, Microsoft a annoncé SMI, la Service Mesh Interface. Et la Service Mesh Interface, c'est tous les providers de Service Mesh de la place, ainsi que d'autres gens, qui se sont dit ce serait quand même bien qu'on essaie de standardiser tout ce machin
Et donc, ils ont lancé le SMI, qui est en fait un espèce de lowest... J'aime pas dire nivellement par le bas, mais c'est un peu ça. En gros, c'est le truc qui est commun à tous les services mesh, et qui t'assure pour tous les services mesh un set de features que voici, commun. Où en gros, on t'explique que tu vas pouvoir mettre des policies pour gérer ton trafic, que tu vas pouvoir encrypter ton réseau, que tu vas pouvoir faire du throttling, que tu vas pouvoir faire de la gestion de trafic, de la télémétrie, donc avoir des stats sur ton réseau. En gros, en ce moment, on parle beaucoup de observabilité. Je ne sais pas s'il y a un talk observabilité. Je sais pas, vous voyez, il y en a un, forcément, il y en a un. L'observabilité, c'est un système qui est observable. C'est la capacité à déduire des choses de ce qui se passe à l'intérieur du système en regardant ses entrées et ses sorties. Plus tu distribues, plus tu ne sais pas trop ce qui se passe, plus tu as besoin d'outils comme ça. Et en fait, le service mesh, c'est le gros machin qui va te permettre de poser sur ton architecture pour justement rendre le machin observable, c'est-à-dire de savoir ce qui rentre, de savoir ce qui sort correctement. Alors je vous ai mis un petit schéma, je l'avais trouvé bien foutu ce schéma. Alors c'est du cube, ça s'applique à n'importe quoi de distribué, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il y a, je travaille chez Clever Cloud, on gueule toujours sur ouais, les VM c'est mieux, tout ça, machin. Là, restons agnostiques et parlons juste architecture et infra et réseau. Et donc tu as le data plane, qui est globalement là où toute la partie métier se passe derrière la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est le firewall que toutes les boîtes ont, évidemment. Et à l'intérieur de ce truc-là, tu as ton code applicatif, donc ça c'est le container. Le truc, le code applicatif parle exclusivement au sidecar proxy. Ça c'est le proxy. Le proxy parle aux autres proxys et à tous les autres machins en haut, qui sont globalement tous les trucs qui te permettent de faire l'observabilité et qui permettent de faire la reliability de ton machin, de ton archi. Bref, un service mesh, c'est ça, c'est le gros bidule que tu mets au-dessus de l'architecture en couche que tu as construite depuis 15 ans parce qu'il a fallu que tu scale out massivement parce que le cloud c'est compliqué, et qui te permet de contrôler tout ça. C'est normal que ça arrive maintenant, c'est logique que ça arrive maintenant. En gros, on commence à mettre des noms et surtout des produits en tant qu'éditeur pour gérer tous ces trucs-là. Alors normalement, c'est une conf qui s'adresse à des devs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de devs, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ops. La vraie question dans tout ce machin-là, c'est quelle est votre responsabilité? Et j'ai dit bonne idée, mauvaise idée, je ne juge pas, j'en ai aucune idée de savoir quelle est la bonne réponse pour vous. Mais par contre, il y a une question à se poser. Et la question à se poser, c'est déjà, suivant l'outil que j'utilise, est-ce que j'ai la main sur ça? Tu utilises un YAS, il faut que tu fasses tout. J'imagine que tu vas faire un truc comme ça. Tu utilises un CAS, c'est pareil. Ah, il y a plus de trucs automatisés dans les CAS. Le CAS, c'est une plateforme pour construire une autre plateforme. Donc tu as déjà une invitation à utiliser ces trucs-là. Tu utilises un plateforme as a service. Nous, on fait tout notre possible pour cacher tout ce bordel-là et que tu n'aies pas à t'en soucier. Le FAS, le SAS, j'en parle même pas, c'est trop haut niveau. Ça, c'est une autre question. Je ne suis pas là pour y répondre à votre place. Moi, je déteste ça. Je vous invite à regarder DAL. DAL, c'est un langage qui compile et qui génère du YAML. Bref, c'était gratuit. La vraie question, c'est la granularité de ce que vous adoptez, à quel niveau vous vous trouvez en tant qu'organisation. Est-ce que vous devez mixer de l'infra avec votre code? Est-ce que vous devez tout sortir? Quel est le niveau de maturité de vos devs pour arriver à séparer ces trucs-là correctement? Mon avis perso, plateforme de service, c'est cool. Il me reste 10 minutes pour prendre des questions, plus ou moins. Ah, 15, 10, bref. Merci. Est-ce que vous avez des questions ?